Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief. La Maison du Grenat vous accueille pour parler du match entre Metz et Dijon. Un match pas facile, dans des conditions climatiques assez compliquées pour les deux équipes. Les Messins donc qui se sont déplacés au stade Gaston Gérard pour affronter Dijon lors de leur cinquième match amical dans la pré-saison de cette nouvelle saison 2020-2021 qui se profile. Une victoire, 2-1 des Grenats dans un match alors particulier dans la forme, 3 mi-temps de 45 minutes. Donc on va dire que les organismes ont été assez éreintés par cette épreuve terrible sous une chaleur atroce. Grenat Forever est ici avec moi pour parler de ce match en détail. Comment vas-tu, Grenat Forever ? Salut Monsieur Socket. Écoute, moi ça va très bien, donc content de pouvoir parler de ce match. Oui, bien sûr, parce que mine de rien, donc on approche tout doucement de la fin de cette préparation et donc une nouvelle victoire pour les Messins. Comme d'habitude, on va aborder ce débrief dans plusieurs étapes. Vous avez toujours dans la description la partie qui va vous intéresser le plus. Vous pouvez directement cliquer dessus. Évidemment, vous pouvez nous dire en commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. Beaucoup de personnes ont eu des avis différents, notamment par rapport à certains choix qui ont été faits durant ce match à 3 mi-temps. Et bien évidemment, votre avis est très important. Je rappelle que ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, faites-le en dessous de la vidéo. Le petit bouton, c'est gratuit. Ça fait énormément plaisir d'avoir votre soutien. Grenat Forever, je propose que l'on passe tout de suite au contexte du match. Effectivement, le contexte du match. Alors, le FC Metz arrive donc à la fin de sa préparation. 5e match amical pour les Grenats face à une équipe qui, mine de rien, Grenat Forever est intéressante sur le papier parce que c'est un concurrent direct de la dernière saison de Ligue 1. Alors, Conforama, mais maintenant qui est Ligue 1 Uber Eats, on évolue. Une équipe qui, effectivement, avait été un adversaire intéressant, on s'en souvient l'année dernière, Grenat Forever, notamment ce match aller à Dijon, où on avait réussi à accrocher le match nul dans les dernières minutes grâce à Maïga, si je me trompe pas. Et donc c'était intéressant de voir justement cet adversaire, son évolution. Est-ce que à préparation quasi équivalente, alors je crois que Dijon a peut-être 1 ou 2 matchs de moins que le FC Metz dans la préparation, mais on se dit, voilà, qu'est-ce que vaut les deux équipes, et c'est intéressant. Match, je le rappelle, qui était diffusé exclusivement sur la chaîne Twitch de Dijon. Évidemment, le FC Metz n'a rien fait, et nous en avons l'habitude, Grenat Forever, bien sûr. Et donc, effectivement, alors, j'ai parlé du format, je le répète à nouveau pour ce contexte, mais format particulier parce que on était sur 2 mi-temps de 45 minutes, sous une température, vous voyez... Pour le moment où on fait cette vidéo-là, où il y a des températures un peu caniculaires sur toute la France, mais pas mal aussi sur la Moselle, et aussi justement à Dijon. Et donc Dijon n'est pas en reste et a dû justement organiser le match alors le matin, 10h30. Donc là aussi un horaire qui peut un peu jouer sur les organismes, le réveil des organismes, mais on a senti aussi, on se disait avant le match au Grenat Forever, ça peut aussi avoir une influence très forte sur la qualité du match en deuxième mi-temps, en troisième mi-temps, surtout si on sait qu'il y a 3 mi-temps, de 45 minutes, donc on se disait Grenat Forever, et je pense que tu confirmes que la première partie allait être intéressante, première partie du match, la suite elle est un peu plus compliquée. Ouais, surtout moi je pensais que peut-être les 90 minutes allaient peut-être être intéressantes si on aurait mis un semblant d'équipe type. Et la dernière 45 minutes, je me doutais que ça allait être compliqué. Autant pour Metz que pour Dijon. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Franchement, on sentait que ça allait être pas facile à gérer au niveau de l'effectif. Et je pense que c'est important de passer tout de suite, je dirais, à la composition. Effectivement, alors pour la composition, notre entraîneur, toujours officiel pour le moment, Monsieur Vincent Ognon, disposait d'un groupe un petit peu plus élargi que d'habitude pour une rencontre de 90 minutes, mais c'était pas non plus un groupe extraordinaire avec, près de 30 joueurs. On était sur un groupe un peu plus restreint. Je crois qu'il doit y avoir genre 25 joueurs, Grenat Forever ? Ouais, 26 joueurs. 26 joueurs. Tout à fait. Et donc effectivement, on a tenté un peu de se dire voilà quelles pourraient être les compositions. Tu l'as dit très bien. Est-ce qu'on allait avoir une composition type, sachant que lors du match contre Malines,
où le FC Metz avait gagné cette rencontre, on avait vu la première mi-temps, tu vois, un semblant d'équipe type. Donc on se disait, est-ce que pour ce match contre nos amis dijonnais, on allait avoir un semblant d'équipe type? Alors vous aurez évidemment à l'écran les deux équipes qui ont commencé les demi-temps, je dirais, sachant qu'il y a eu des changements qui sont apparus, notamment en deuxième mi-temps, c'était là où il y avait les changements les plus importants. Mais quand tu vois cette équipe-là, Grenade Forever, est-ce que tu es d'accord qu'on est à nouveau parti sur une idée d'une équipe type? Oh ben clairement, pour moi c'est dans la tête de Vincent Ognon, là ça fait deux matchs que je trouve qu'il y a un semblant d'équipe type qui se dégage, et on en parlera après dans le temps de jeu donné à ces joueurs. Il y a peut-être une hésitation à un ou deux postes, mais dans l'ensemble, à 90%, on connaît, c'est le 11 qui risque de commencer la saison le 30 août. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que on va aller un peu sur l'histoire de la tactique, mais sur les joueurs alignés, en tout cas sur notamment la première mi-temps, tu parlais des postes qui étaient un peu encore en discussion et en débat, et nous allons sortir très bientôt une vidéo sur un poste en particulier qui suscite beaucoup d'interrogations. On peut parler évidemment de ce qui se passe sur le côté gauche. Est-ce que Thomas Delaine va commencer la saison, ou est-ce que c'est Mathieu Hudol qui va commencer la saison? Donc il y a déjà un premier poste qui est en discussion à ce niveau-là. On parle aussi du poste occupé par Angban au début du match. Est-ce que ce sera lui qui sera au milieu de terrain avec notamment Maïga ou Pajot, ou est-ce que ce sera un autre joueur? Ça fait partie effectivement des interrogations. Et il y a un troisième poste aussi, c'est évidemment sur les ailes, parce que vu la configuration tactique, on y reviendra après, mais on avait mis notamment Ambrose sur cette rencontre en première mi-temps sur un côté, alors que l'on sait que les déclarations notamment de ce dernier allaient plus dans un sens de bah oui, je peux être avant-centre, tu vois, numéro 2 avant-centre. Donc là aussi, on ne sait pas encore si c'est l'orientation qui va être prise par Vincent Ognon, mais il y a quand même un test qui est fait avec Ambrose, tu vois, sur un côté, en tout cas pour la première mi-temps, qui est celle qui a le plus retenu l'attention de Vincent Ognon quand tu vois les déclarations, notamment d'après-match. Ah bah Ambrose, c'est peut-être la surprise en fait sur la première mi-temps, c'est peut-être lui. Un poste inhabituel, peut-être qu'on l'aura attendu en poste de numéro 9 dans le cas là, mais bon. Ou alors, tu sais, en numéro 9, peut-être en deuxième mi-temps, vu qu'on se dit, bah, si Nian est titulaire, il peut peut-être rentrer pour faire tu sais, une partie de la deuxième mi-temps et toute la troisième mi-temps. Comme ça nous fait un peu reposer Monsieur Diallo, tu vois, que, bon voilà, vu qu'on en parle souvent, il peut faire beaucoup de minutes en tant qu'avant-centre. Donc, on se disait, avant le match, il va peut-être faire ça. Finalement, bah non, il met donc Ambrose sur un côté. Donc ça, je dirais, c'est pour la composition de la première mi-temps essentiellement, avec bah là vous voyez bien Boy Brown en défense centrale, donc on a dit Delaine, 111 sur les ailes, le milieu donc comme on l'a dit Pajot, Maïga avec donc Victor Yangban, la pointe toujours Niané, Opengate sur un côté, donc là effectivement Ambrose l'autre ailier, un petit peu surprise. Donc ça c'est la composition principale à retenir, je dirais, de ce match. Il y a évidemment eu des évolutions que vous verrez tout au long de cette vidéo là sur les 11 mis en place. Je pense qu'on peut passer à la tactique Grenade Forever, parce que là c'est peut-être l'un des points intéressants. On rappelle que contre Malines, Grenade Forever, c'était un match où l'objectif c'était de revenir au 4-3-3 normal, qu'on avait déjà vu contre Charleroi, et là on a vraiment fait tout le match en 4-3-3 contre Malines. D'accord ? D'ailleurs, ça avait donné certaines satisfactions parce que c'est un système qui permettait peut-être un meilleur équilibre. Quoique, on avait fait un débrief Grenade Forever où on avait très bien vu que dans l'organisation même de ce 4-3-3, il pouvait y avoir quelquefois des déséquilibres, parce que si un joueur allait à un tel endroit, ça libérait une zone à un autre endroit, et que s'il n'y avait pas de la compensation, ça laissait des opportunités à l'adversaire de les exploiter et d'être dangereux vis-à-vis de toi. On l'avait dit notamment le jeu sur les côtés, donc ça c'était pour la défense. On avait parlé de l'attaque aussi en disant que l'accompagnement offensif était très très compliqué et que Niané était très isolé sur l'avant d'attaque par exemple. Donc l'idée c'est qu'on sort de Malines, on se dit il tente Vincent Ognon quand même de repartir sur ce système pendant à peu près 90 minutes. Est-ce que on va repartir à nouveau sur ce genre de système pour le match contre Dijon? Et là, Grenade Forever, on a encore senti de l'hésitation. Parce que quand on analyse, je dirais, les choix tactiques opérés par Vincent Ognon sur ces 3 mi-temps, je parle. Première mi-temps, on repart sur un système en 4-3-3 normal. D'accord ?
comme ce qu'on avait vu contre Malines. La deuxième mi-temps, en revanche, surprise, retour du 4-3-3 hybride. Ah, il a testé un système par mi-temps, parce que je pense qu'il est encore un peu en hésitation. Ouais. Donc un système pour un peu mettre plus Farid dans son rôle préférentiel. C'est ça. Un autre avec Habib Maïga en 6, voilà, et un milieu un peu plus solide. À voir. Les deux schémas ont donné certaines satisfactions, donc bon, bah, ça donnera encore des motifs d'hésitation à Vincent Aignan. Alors, effectivement, ça donne, il y a des satisfactions dans les deux schémas, mais c'est vrai que quand tu retiens les propos de Vincent Aignan en après-match, quand il dit que pour lui, la première mi-temps lui a donné vraiment une satisfaction, la deuxième mi-temps a été plus poussif et a été moins satisfaisante pour lui, de se dire d'ailleurs que que la troisième qui était revenue au 4-3-3 a été quasiment inintéressante, on peut comprendre par rapport au choix tactique, enfin au choix pardon des joueurs je veux dire, mais ce que je veux dire par là c'est que mine de rien, autant il y a certains choix que dans l'équipe de première mi-temps qu'on comprend très bien par rapport à la logique de mettre une équipe quasi titulaire, autant je trouve que Grenat Forever, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, que la deuxième mi-temps par rapport à certains postes clés, on a vu quand même qu'effectivement c'était un peu un test ce 4-3-3 hybride, parce que tu l'as très bien dit, tu parles de Farid Boulaya qui est mis dans ce rôle de numéro 10. Alors effectivement certains ont relevé que c'est un numéro 10, c'est un peu exagéré peut-être de dire cela, mais c'est juste en gros un positionnement d'un joueur qui est au contact de l'avant-centre, d'accord, qui ne va pas s'interdire de décrocher des fois côté gauche, côté droit, d'accord, mais qui, dès que l'adversaire récupère le ballon, est bien positionné, tu vois, derrière l'attaquant, hein. Surtout en phase défensive, il peut décrocher en phase offensive, mais très souvent, même en phase offensive, il va rester derrière l'attaquant, au contact de l'attaquant, et ça, je dirais, répondait à une des problématiques du match contre Malines, où effectivement, le 4-3-3 normal manquait d'accompagnement, tu vois, sur les attaquants. On y reviendra après, bien sûr. Donc c'était ça un des tests à souligner, et le deuxième test, Grenat Forever, je dirais, c'était Fofana, parce que mine de rien, on en a pas mal discuté en avant-match. Tu étais d'ailleurs, tu m'as un peu, comment dire, mis à mal, hein, parce que moi je ne pensais pas que Fofana allait être positionné en tant que milieu défensif central sur ce match amical. Moi je pensais que comme d'habitude, il serait vu comme une solution de rotation en défense centrale. Et tu m'avais dit, attention, Socket, c'est possible que ça parte sur une solution de milieu défensif central pour Fofana. Et il se trouve que, bah ouais, Grenat Forever, tu as raison, parce que Fofana joue milieu défensif central sur la deuxième mi-temps. À partir du moment où on a vu que l'option Angban en 6 n'avait pas été concluante les deux premiers matchs de préparation, et qu'après on a mis Maïga, du coup ça laissait sous-entendre qu'il n'y avait pas forcément de remplaçant à Maïga s'il jouait numéro 6. C'est ça. Donc une volonté finalement d'essayer une solution secondaire si jamais Maïga est blessé, et de se dire bah ok, j'ai testé Angban, je veux tester maintenant Fofana, qui à la base, je vous rappelle, quand il arrive à Metz, a été milieu défensif central et qui a été un très très bon milieu défensif central, notamment dans l'aspect de récupération des ballons. J'avais fait un tweet dessus très récemment où je disais qu'il avait été classé parmi les meilleurs, tu sais, défenseur, milieu de terrain, en termes de pression sur l'adversaire et de récupération des ballons dans ce qu'on appelle le troisième tiers, c'est-à-dire la zone entourant la ligne médiane, tu vois, pour expliquer comme quoi c'était un joueur qui, dans la récupération des ballons, était très 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 présent, et qui justement, par cette capacité-là, justifiait des fois de le mettre dans le rôle de milieu défensif, même si on sait que il a quelques difficultés dans la transmission des ballons, mais ça on y viendra après, bien sûr, Grenat Forever. Mais tu vois que le basculement dans le schéma hybride avait deux objectifs, donc Boulaya en numéro 10 pour le retenter, voir ce que ça va donner, et surtout Fofana en milieu défensif central pour voir si effectivement c'est une solution secondaire, et pourquoi pas pousser peut-être au recrutement d'un autre défenseur central, Grenat Forever. On ne sait jamais, bien sûr. Hein, et si Fofana est de retour en 6, oui, ça laisse sous-entendre que Lacroix est peut-être un peu jeune pour être directement numéro 3 plus numéro 4, avoir peut-être une solution avec certains noms qui sortent en ce moment dans la presse. Bien sûr, dont on ne commentera pas, vous savez qu'on ne commente plus les rumeurs depuis ce qui s'est passé avec Endoram, finito, plus de rumeurs. Je pense, Grenat Forever, que l'on peut passer au détail, l'analyse détaillée de cette rencontre sur le niveau offensif et sur le niveau défensif.
Et effectivement, je dirais Grenade Forever qu'on peut commencer par parler de l'analyse défensive de cette rencontre du FC Metz. Alors effectivement, l'analyse défensive, elle va un peu varier parce que on est dans un système en 4-3-3 en première mi-temps, on passe à un 4-3-3 hybride en deuxième mi-temps. Les défauts ou alors je dirais les bonnes notes sur l'analyse défensive est pas la même selon que l'on passe d'un système à un autre, c'est tout à fait normal. Je dirais Grenade Forever dans une analyse globale de l'efficacité défensive du FC Metz sur cette rencontre. Tu peux distinguer le 4-3-3 normal, le 4-3-3 hybride, Grenade Forever. Je te laisse évidemment le libre choix là-dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé de la performance défensive des joueurs du FC Metz sur cette victoire contre Dijon? Si j'englobe, je vais parler de la défense centrale et du milieu défensif. Oui. Un peu notre colonne vertébrale, un peu dans la lignée de ce qu'on a vu en championnat depuis 2020. Très solide, très très solide. Que ce soit la charnière Boy Brown qu'on a eu pour la première fois ensemble sur la totalité du match. C'est vrai. Ils ont tout de suite retrouvé vite leur automatisme, toujours l'un complétant l'autre, quand c'est des actions qui vont un peu plus dans la profondeur, plus du Dylan Brown qui est là pour couper, et quand c'est dans les duels sur l'homme, toujours un John Boy qui est là pour prendre les deuxièmes ballons, et avec un Abim Maïga juste devant eux en 6 qui a été encore une fois un métronome sur la première mi-temps, que ça soit dans la récupération et dans la distribution du jeu. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand Dijon n'a pas arrêté de balancer des centres tout le temps ou passer par l'axe, et ils y ont jamais arrivé, quoi. T'as raison, c'est vrai que dans l'axe, alors ils ont tenté de passer, mais ils ont compris effectivement qu'à ras de terre, tu sais, quand la balle est à terre, ils peuvent pas vraiment passer dans le jeu direct dans l'axe. Ça, je pense qu'ils ont très vite compris que c'était très compliqué de passer dans l'axe. Et d'ailleurs, c'était un bon point qu'on avait remarqué lors du match contre Malines. On voyait contre Malines que l'adversaire n'arrivait pas à passer dans l'axe. Et donc, la solution qu'avait utilisée Malines, et au final, la solution qu'a aussi utilisée de Dijon, c'était de passer par les côtés. Et je dirais que là, c'était l'élément à surveiller parce que on avait remarqué sur le travail défensif, Grenade Forever, et ça avait été remarqué par certains médias fans du FC Metz, j'en parle notamment dans l'article que j'ai rédigé, tu sais, sur le débrief du match contre Malines. Mais c'est vrai que des fois, on avait l'impression que Metz, en phase défensive, passait un peu, tu sais, en 4-1-4-1, parce qu'on voyait, tu sais, les ailiers de Metz qui redescendaient très très bas, quasiment au milieu au niveau des milieux de terrain, tu sais, pour la défense. Et on avait remarqué qu'effectivement, c'était pas vraiment un changement tactique, mais que c'était juste en fait un positionnement de marquage vis-à-vis de l'adversaire, et que comme l'adversaire faisait monter les latéraux défensifs, et ben forcément tu voyais toujours que ce soit Ambrose d'un côté ou Opengate de l'autre, qu'ils avaient un œil sur les latéraux et qu'ils surveillaient leurs mouvements et qu'ils voulaient pas les laisser partir, tu vois. Et donc finalement l'axe n'étant pas une solution pour Dijon, comme ça n'avait pas été le cas pour Malines, il passait sur les côtés, et donc effectivement là du travail déjà pour les ailiers offensifs, parce que les ailiers offensifs c'est un peu les premiers défenseurs, je dirais, tu sais, quand tu n'as pas le ballon, il faut le noter. Et évidemment du travail aussi pour les latéraux défensifs. Alors effectivement, quand on avait un peu vu sur la première mi-temps, on sent effectivement que Dijon tente de passer par le côté de Delaine. Ce qui est un peu normal, je dirais. Delaine a beaucoup d'activités, tu sais, offensifs dans l'équipe. On avait déjà remarqué que ça laissait des fois quelques espaces, et donc logique que l'adversaire des fois tente plus son jeu du côté de Delaine que du côté de 111. Normal. On avait noté aussi, c'est là je pense l'aspect le plus important de Grenade Forever sur l'analyse défensive, on avait noté lors du match contre Malines que Vincent Pajot, qui a une très très grosse activité sur le terrain, il lui arrivait d'être à la perte du ballon, pas vraiment au poste auquel il devait être. Tu sais, on avait dit, Maïga est en 6, Victorien Angban est généralement, tu sais, un peu un milieu de terrain, mais tu sais, sur le côté droit, tu sais, sur le côté de 111, et normalement, Vincent Pajot, qui lui, par contre, est beaucoup plus offensif que Angban, et il a un rôle, justement, comme on le dit depuis plusieurs mois, d'accompagner les actions offensives, ayant un très gros volume de jeu, dézone énormément, et des fois, il arrive que quand la perte de balle se produit, et ben il ne soit pas dans la zone dans laquelle on l'attend, c'est-à-dire, tu sais, le milieu un peu côté gauche. C'est ce qu'on avait remarqué notamment sur le match contre Malines. Et là, il faut dire une chose importante, Grenade Forever. Les erreurs remarquées dans le match contre Malines ont été largement, je dirais, travaillées sur ce match contre Dijon, et je dirais même
en grande partie corrigé parce que je sais pas si t'as remarqué, mais très souvent tu vois Vincent Pajot, tu sais, ne pas être à sa position dédiée. Et qu'est-ce que je vois? Je vois par exemple Abim Maïga qui sort de son positionnement de numéro 6, qui va, tu sais, prendre la zone un peu laissée libre par Vincent Pajot. Et qu'est-ce que l'on voit? D'accord? On voit que Victoria Angban compense le déplacement de Maïga en reculant un peu plus, tu vois? Non, mais les trois sur ce match-là, ils ont bien été complémentaires. Angban fait d'ailleurs peut-être son meilleur match de préparation sous les couleurs messines. Et bizarrement, c'est quand il est repositionné à un poste où normalement il est censé faire éclater ses qualités qu'on lui avait perçues lors de la première partie de saison en Ligue 2. Ouais, tu sais, en défense, il est capable, tu sais, comme tu le dis très bien, Donc, de s'exprimer et surtout dans le déplacement. Et tu vois, j'en parlais, Grona Forever, la mobilité du milieu de terrain à 3, hyper importante. Si un milieu n'est pas là, il faut compenser, tu vois, les déplacements. Et Angban, tu le dis très bien, finalement, réussit à s'exprimer d'une très très bonne manière. Alors, plus sur l'aspect défensif que sur l'aspect offensif, hein. Mais ça, je dirais que c'est un peu la tâche qui est réservée à Vincent Pajot, hein, l'accompagnement offensif en priorité. Mais là, j'étais assez impressionné parce que, mine de rien, en fait, c'est que, tu sais, l'idée, c'est de se dire, ok, je vois qu'un milieu de terrain n'est pas à sa place, je dois penser que je dois compenser la zone qui laisse libre. Et très souvent, Maïga, quand il sort, Angban vient compenser, et le but, c'est que, tu vois, quand Angban vient compenser la place laissée par Maïga qui ressort des fois de son poste de numéro 6, ça permet quoi? Ça permet à Vincent Pajot de tranquillement se replacer à la position de Victoria Angban et donc d'avoir toujours ce milieu à 3 qui est au final très en place sur la première mi-temps, hein, on peut le dire. Oh, mais il a été impressionnant ce milieu en première mi-temps. Ouais, mais moi franchement je trouve ça vraiment bien que ils aient compris, quoi. Les trois ont un tel volume de jeu, quand les trois se mettent à jouer ensemble et ils peuvent avoir quand même ils ont un sacré volume de jeu. Ouais, défensivement, ils ont un sacré volume de jeu. Et c'est pour ça que il y a effectivement, on va en parler après sur l'aspect offensif, mais ce qu'on remarque, cette mobilité du milieu à 3 avec des joueurs qui compensent le positionnement des autres joueurs, c'est-à-dire que j'occupe une zone que mon coéquipier du milieu de terrain n'occupe pas parce qu'il a dû peut-être reculer ou parce qu'il était trop avancé lors de la perte de ballon. C'est une chose qu'on va remarquer aussi en phase offensive et on va en parler après de l'analyse offensive. Mais déjà, c'est vrai que c'est très rassurant, Grona Forever, de voir que ce milieu à 3 là, et attention, on avait des inquiétudes, hein, parce que ce milieu à 3 là marche plutôt bien sur le match de Dijon. Je trouve qu'il marche qui commençait à marcher contre Malines, mais il y avait effectivement des points faibles défensifs. Là, il y a une amélioration sur le match contre Dijon. C'est pour cela aussi qu'il tente de remettre ce milieu de terrain Vincent Ognon. C'est des automatismes. C'est exactement ça, trouver des automatismes. C'est bien de voir que malgré la blessure d'Endoram, qui pousse à devoir déplacer Maïga de sa zone habituelle, je dirais, à un poste de sentinelle ou numéro 6, comme vous voulez, de voir que quelqu'un qui le remplace commence à comprendre le mouvement que doivent avoir les milieux de terrain pour permettre une bonne solidité défensive à l'équipe, tu vois. Donc, franchement, je suis assez content à ce niveau-là. On a parlé de la défense axiale, on a parlé du milieu de terrain, on a parlé de l'apport des ailiers offensifs, je dirais, à la défense. Un petit dernier point, je dirais, Grona Forever, sur les latéraux défensifs. T'en as pensé quoi sur la rencontre? On va commencer par Fab 112. Un peu de mal à se mettre dedans sur la première mi-temps. Bon, ouais. Certainement dû aux circonstances atténuantes du fait qu'il revient de blessure. Alors, il a peut-être encore un petit peu d'appréhension parce qu'il n'a jamais été blessé. Donc un peu moins de montée tranchante, un peu plus dans la difficulté dans les duels. Mais en deuxième mi-temps, il est monté en puissance, il a corrigé ça. Et Toto Delaine, écoute, il prend ce qu'il a à prendre, il a eu de la chance d'être encore titulaire, il a montré qu'il en veut, ça a été un nouveau casse-tête pour Vincent Ognon. Parce que là, il monte, il est décisif, parce que il donne une passe décisive. Alors on parlera après, excuse-moi, mais on parlera peut-être après de l'attaque. Hein. Là, on est sur je dirais la dimension défensive. Mais c'est vrai que défensivement, ouais, tu sens qu'il est un peu mieux. Il n'a pas été forcément. Après, il n'a pas forcément été trop mis en danger, donc c'est un peu. J'aurais du mal à le juger, mais sur le peu qu'il a eu à faire, je trouve qu'il l'a fait plutôt bien, quoi. Ok.
Mais il a encore du travail, hein. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que défensivement, il peut être encore un peu plus dans la récupération des ballons, notamment, être un peu plus percutant. Mais ouais, effectivement, sur l'aspect défensif, c'est encore une concurrence avec Mathieu Hudol. D'ailleurs, Mathieu Hudol, parce que comme ça nous permet un peu de parler de la deuxième mi-temps, pour terminer sur l'aspect défensif. Mathieu Hudol qui est rentré en deuxième mi-temps. Là, par contre, très bonne rentrée, notamment toujours sur l'aspect défensif, hein, mais défensivement, on voit que le gars est toujours présent, quoi. Ah, bah Hudol a fait un match, une superbe entrée. Hein. Ouais, défensivement, lui, sa blessure, elle est complètement derrière lui. Il a pas joué avec le frein à main. Non, c'est défensif. Et puis défensivement, il est toujours aussi solide. Ouais, bien sûr. Défensivement, c'est de la solidité justement qu'on aimerait avoir du côté de Thomas Delaine, mais ça met encore du temps, ça doit être encore travaillé. Et donc c'est pour ça que la bataille sur l'aspect défensif pour le poste de latéral défensif gauche va évidemment être assez compliqué. Sur la deuxième mi-temps, alors évidemment on va pas refaire tous les points parce que la défense a été la même. Sur le côté, sur le côté d'Openget, c'est toujours pareil, il y a toujours du travail défensif, mais il y a quand même deux points à signaler. Donc déjà Maïga qui est positionné, tu sais, dans ce faux rôle d'ailier droit, tu sais, hein, c'est ce que fait le hybride, hein. Qui a été effectivement bien percutant dans la récupération, mais ça encore une fois on avait déjà vu ça dans le match contre c'était contre la Gantoise si je me trompe pas, où on avait déjà vu ce travail là, donc pas grand chose à dire si ce n'est que c'est toujours satisfaisant. Là où c'était vraiment intéressant qu'on a Forever sur la deuxième mi-temps, c'était par rapport à Fofana. Parce qu'effectivement, Fofana qui passe de potentiellement troisième solution défensive à éventuellement deuxième solution derrière Maïga au poste de milieu défensif, son match défensif était à surveiller. On a quand même senti quelqu'un qui, en termes de récupération et je dirais d'impact physique, est toujours présent, quoi. Ouais, on aurait pu avoir des doutes et mettre des réserves sur sa capacité à rejouer un poste de sentinelle où il a été utilisé 0 minutes depuis le début de la prépa. Ouais. Au final, il a retrouvé tout de suite ses marques, hein, dans son style toujours un peu, très très bon dans les duels, la récupération du ballon, un peu moins bon peut-être dans les transmissions où il a encore un peu de déchets, mais bon, dans ses qualités premières, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais, même si j'avais remarqué quelques fois, tu sais, je dirais, sorties. En fait, il a tendance, des fois, parce que j'ai noté, évidemment, vous avez toujours des fois des palettes qui apparaissent à l'écran, mais j'ai remarqué des fois qu'il a tendance à sortir de son positionnement de numéro 6, et que tu sais que c'est pas... Des fois, il sort très très loin, hein, ça arrive, et donc ça crée ce déséquilibre qu'on avait remarqué. Mais tu sais, on a encore une fois dans l'analyse que l'on avait faite du match de Malines, c'est quand les joueurs sont pas habitués à certains mouvements dans le milieu de terrain dans lequel ils sont, notamment, ça laisse très vite des zones libres et qu'il faut penser à compenser. Et des fois, il a quelques situations où il ressort un peu trop de son positionnement parce qu'il est des fois dans un marquage individuel, hein, et que des fois il oublie que quand il suit quelqu'un, il laisse une zone libre, tu vois. Et donc, j'ai pas envie de dire que ça joue en partie sur la deuxième mi-temps de Metz, mais tu vois, ça joue un peu quand même si défensivement en deuxième mi-temps, il n'y a pas de surprise sur le fait que beaucoup d'actions, et je dirais notamment dans la première moitié de la deuxième mi-temps, beaucoup d'actions viennent du côté gauche de Dijon, donc du côté droit de Metz. Ce qui est logique vu le déséquilibre que procure ce 4-3 hybride. Hein. Tu vois, parce que Maïga a certes un gros volume de jeu, mais il est baladé dans tous les sens, hein, par l'adversaire. Et donc tu sens que tu sais, le côté de Fabien 111 a été un peu mis à mal, tu sais, par rapport à Dijon qui cherchait aussi à revenir dans le score, hein, normal, hein, ils étaient menés au score à ce moment-là. Mais ouais, effectivement, défensivement, tu vois, si on doit faire un petit bilan sur ce match, le 4-3-3 normal a apporté plus de satisfaction et plus de stabilité que le 4-3-3 hybride. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Si, je suis d'accord. Voilà. Donc, défensivement, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un choix d'être fait, ça va être le choix du 4-3-3 normal, tu vois. Défensivement. Voilà. Je pense aussi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un point que doit considérer... à l'aube de la nouvelle saison, évidemment, Vincent Ognon. Je pense que maintenant on va pouvoir passer à l'aspect offensif de cette rencontre. Et effectivement, il faut parler maintenant de l'analyse tactique, parce que ça aussi, ça a fait parler notamment du match contre la Gantoise ou même contre Malines. Hein.
encore une fois, Grenade Forever, d'un point de vue global, on a quand même senti une équipe qui était réaliste, hein, parce que mine de rien, avec le peu d'occasions très dangereuses que tu te procures, tu mets des buts, mais le nombre n'y est pas, je dirais. Ouais, non, mais c'est. On a toujours du mal à se créer des occasions. C'est une chose qu'on avait déjà dit sur les premiers matchs de préparation. Ouais. Donc là, ça n'a pas forcément aidé. En plus, le positionnement de Thierry Ambrose sur le côté où il aime pas forcément. Donc il a été très discret, j'ai trouvé. Nia n'a pas non plus énormément de ballons parce qu'on lui a souvent lancé des longs ballons dans la profondeur et la défense dijonnaise étant assez aussi solide dans l'axe, il a eu un peu de mal à se montrer. Mais le fait d'être réaliste comme ça en Ligue 1, on aura tellement besoin et c'était notre péché mignon l'année dernière. C'est que des fois on pouvait se créer 10 occasions, on n'en mettait pas une au fond. Et là au final on a peut-être 3 occasions franches, on met 2 buts. Ouais, un but, je rappelle, mais de N'Gate à la 15e et l'action est très belle d'ailleurs. Hein, parce que ouais, le premier. Part de derrière. C'est ça. Qui part du côté de Thomas Delaine. D'ailleurs, tu parles d'Ambrose, mais c'est vrai que, alors Ambrose, effectivement, on le sent pas forcément à l'aise sur ce côté-là, et encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau que l'on découvre, hein. Mais comme justement, il a beaucoup tendance à pas trop coller sa ligne non plus, mais à des fois rentrer dans l'axe, ça laisse quand même, encore une fois, c'est une chose qu'on avait remarqué dans le match contre Malines, mais ça laisse l'opportunité à Thomas Delaine d'exploiter le côté gauche, le couloir gauche en tout cas, quand aucun de ses coéquipiers n'est présent, tu vois. Et au final, il est contributeur sur le but d'Opa N'Gate à la 15e minute de jeu. Donc, ce qui est d'ailleurs un bon point offensivement aussi pour Thomas Delaine. Mais c'est vrai que tu sens que l'attaque, effectivement, dans l'axe, c'est pas encore ça. Pour Niané, tu sens encore que la vérité avec les joueurs en place à ce moment-là vient des côtés. Et donc là, effectivement, ça vient pour le premier but, je dirais, de Thomas Delaine. D'ailleurs, Thomas Delaine, donc offensivement, qui continue encore à impressionner. Alors, on a parlé de son match défensif tout à l'heure, mais le match offensif de Thomas Delaine est encore une fois, je dirais, assez solide. Hein, je pense que tout le monde peut le reconnaître pour dire que offensivement, c'est toujours quelqu'un qui est présent. J'ai comme envie de noter, Grenade Forever, t'en as pensé quoi de cette histoire remarquée comme quoi, quand Yadé rentre en jeu, Yadé qui n'est pas du tout le même profil que Ambrose d'ailleurs, puisque Yadé est un joueur qui lui par contre tient beaucoup son couloir, ce qui est le cas d'ailleurs de Sabali. Alors tu sais du match contre notamment Charleroi si je me trompe pas, ou la Gantoise. Des ailiers. Hein. Ouais, eux tu sais c'est vraiment des ailiers qui gardent leurs ailes et qui rentrent pas dans l'axe, contrairement à ce que faisait Thierry Ambrose et contrairement à ce que faisait Opa N'Gate. Mais je dirais, tu vois très bien quand même que quand le couloir est pris par les ailiers, Thomas Delaine il monte plus vraiment en fait. Et là c'est là où la question de l'apport offensif de Thomas Delaine quand les ailiers de Metz sont collés à la ligne se pose vraiment en fait. Tu vois? Après après si Yad on va dire fait ses différences et que Thomas Delaine n'a pas trop à monter, c'est pas problématique. Mais si on se prive entre guillemets du fait que Thomas Delaine peut monter et que l'ailier offensif ne fait pas forcément de différence, c'est un peu plus problématique dans le cas là. Bien sûr, oui. Après ça reste une situation dans un seul match où voilà, parce qu'on sait normalement qu'à 95% c'est le côté d'Opa N'Gate. Oui, effectivement. Et la connexion Opa Thomas Delaine, voilà, on sait qu'elle fonctionne, on l'a très bien vu, donc. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi que la probabilité entre guillemets que les ailes de Metz ne soient pas composées ni de Ambrose, ni de N'Gate, voire même ni de Wagner. Pour une bonne partie des matchs de la saison, la probabilité est quand même très très faible. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que le cas de figure où un Thomas Delaine titulaire serait embêté par le positionnement, je dirais, d'ailier collé à la ligne, ça sera le cas de figure où tu vas peut-être voir aligné sur le terrain Yadé, Sabali et Lamine Gueye. Parce que pour moi, c'est les trois ailiers qui collent vraiment la ligne, tu sais, au FC Metz. Et donc dans ce cas-là, Thomas Delaine peut être vraiment handicapé par ce positionnement-là des joueurs-là. Donc je dirais, à part ça, Thomas Delaine a été quand même dans l'ensemble plutôt efficace offensivement parlant. Donc on a parlé de l'avant-centre, on a parlé aussi un petit peu d'Ambrose, Opa N'Gate.
encore une fois, qui est toujours le même style de jeu, est-ce que tu penses que OpenGate, parce qu'il est quand même, il marque sur ce match, mais on a l'impression qu'il est quand même un peu encore invisible sur sur les rencontres de préparation. Est-ce que tu penses que c'est une montée en puissance progressive, ou est-ce que tu penses qu'en fait il va être tout simplement le OpenGate qu'il est d'habitude, c'est-à-dire quand même un joueur qui, on a l'impression, il est discret, mais il fait beaucoup, tu sais, de travail de l'ombre. Bah, défensivement, il est toujours autant impressionnant, hein, ça c'est, on le reconnaît. Offensivement, bah oui, il est un peu, on sent qu'il est un peu discret. D'habitude, il percute, il te fait des dribbles. On l'a pas beaucoup vu, mais d'habitude, ce qu'on lui reprochait, c'est de percuter, de faire un peu des trucs qui n'apportent jamais de, entre guillemets, dans la surface de vérité, d'action aboutie. Des numéros de soliste en fait, des numéros de soliste, voilà. Un peu ça, voilà. Donc à choisir, il faut trouver le juste milieu. Et là, bah, s'il est un peu plus dans l'ombre, mais que bah il marque ou il fait une passe décisive par match, j'ai envie de dire, bah, autant voir ce OpenGate là, plutôt qu'un Opa qu'on va avoir beaucoup, mais qu'au final sera pas forcément décisif dans la zone de vérité, alors que c'est là qu'on l'attend, quoi. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mine de rien, j'ai un peu évoqué cette histoire de, tu sais, de numéro de soliste, hein, que pouvait faire un OpenGate, voire des fois que pouvait faire, tu sais, Thierry Ambrose, ou même certains joueurs lors du match contre Malines. Mine de rien, on a quand même senti en première mi-temps un meilleur accompagnement offensif des actions du côté du FC Metz. Et j'en viens à parler notamment de Vincent Pajot, qui là, cette fois-ci, il arrivait effectivement de beaucoup, tu sais, redescendre pour organiser le jeu depuis vraiment très très bas, hein, encore une fois. Mais ça a été très très bien compensé par le déplacement de Maïga ou Dangban qui justement comblait les trous et permettait, tu sais, qu'il y ait toujours une transmission facile à porter pour Vincent Pajot vers l'attaque. Mais là par contre on a senti un Vincent Pajot qui effectivement continue à beaucoup bouger, à essayer de rester au contact des ailiers de l'attaquant de pointe, mais qui là par contre comprend qu'effectivement si jamais il doit redescendre très très bas pour organiser le jeu et qu'il passe à balle à quelqu'un, il faut rapidement qu'il se replace dans un positionnement, tu sais, où il est habituel, c'est-à-dire milieu un peu côté gauche, tu vois. Ça lui interdit pas effectivement d'aller à droite, hein, mais tu sens que certains points faibles remarqués contre Malines ont été mieux travaillés sur ce match contre Dijon, hein. Encore une fois, ça indique, je dirais, Grenade Forever, le rôle hyper important, très souvent sous-estimé de Vincent Pajot sur l'aspect offensif de l'organisation du FC Metz, hein. Oh bah c'est lui qui fait le liant, hein. Il a l'un des rôles les plus prépondérants en fait dans ce relais qui est entre le milieu et l'attaque. Ouais. Donc non, mais il est fidèle à lui-même. Franchement, lui aussi, je trouve qu'il monte en puissance. Ouais, et puis il travaille aussi ses quelques défauts de déplacement, et ça c'est, je dirais que c'est une très très bonne chose à souligner. Je pense que pour le milieu de terrain, on a un peu prévu. On n'a pas trop parlé de l'aspect offensif de Monsieur Fabien Santonze. Tu es un peu dans la même idée, comme quoi c'est de la discrétion, mais qui a été un peu mieux peut-être en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps dans ce 11, on va dire quasi titulaire, et aussi, il faut le noter, un système tactique qui lui est moins favorable, parce que la première mi-temps c'est du 4-3-3 normal, la deuxième mi-temps c'est du 4-3-3 hybride, et on sait que le schéma hybride avec Maïga en faux et les droits avantage énormément notamment à Fabien Santonze, qui là à de nombreuses reprises a beaucoup plus d'occasions d'exploiter le couloir qui lui est laissé libre, tu vois, par le positionnement des joueurs. T'as senti quoi, sa deuxième mi-temps offensivement était meilleure? Un peu meilleur, mais tu sentais quand même qu'il voulait pas prendre j'ai l'impression qu'il voulait pas prendre de risques, qu'il a cherché surtout peut-être à se rassurer, surtout défensivement, depuis sa blessure. Je pense qu'il essaye de jouer plus sobrement. Ouais. Pour essayer de monter en puissance, je pense, au vu de lâcher les chevaux pour le début de championnat. Okay. Et après, c'est un comportement que je conçois tout à fait, hein. Ouais. Non, mais ça me va, hein, si on a décidé que c'est lui qui doit un peu plus défendre et que bah, du coup c'est un peu le côté gauche où Thomas Delaine peut s'éclater et monter un peu plus, tant que les rôles sont partagés comme ça, ça me va, hein. Ouais. C'est vrai que là on parle plus, tu vois, de l'équipe 1, je dirais des joueurs de l'équipe 1. Je veux quand même noter sur la deuxième mi-temps, bon déjà il y a des qui marquent un but, ce qui est plutôt bien, hein, pour un joueur dont on espère qu'il aura un rôle important dans les rotations la saison prochaine, hein, bien sûr. Ah bah,
il revient de blessure, il est directement entre guillemets mis dans la deuxième équipe tout de suite. Donc il passe quand même devant des Sabali déjà, des Gay. Tu sens que dans la tête d'Oignon, c'est pas pour rien qu'il est tout de suite mis en deuxième mi-temps. Hein. Ouais, bien sûr, avec certains avantages physiques, effectivement, qui lui donnent peut-être Donc, une meilleure force de percussion, notamment, je dirais, vis-à-vis de l'adversaire. Il faut évidemment que l'on parle de Monsieur Boulaya, parce que Monsieur Boulaya, qui effectivement est le maître à jouer offensivement parlant dans ce 4-3-3 hybride, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as senti, toi, alors moi c'est l'impression que j'ai, mais peut-être que je me trompe encore une fois, mais un Boulaya un peu plus discret que lors du match, tu sais, contre la Gantoise par exemple. Non, peut-être pas la Gantoise, mais le match contre Malines surtout. Tu sais, le match contre Malines où on l'avait senti beaucoup plus, tu sais, à l'aise quand il avait le ballon. Là, on sent que, combiné à aussi un pressing un peu plus fort de Dijon, hein, parce que Dijon a un peu plus monté la cadence en deuxième mi-temps, parce qu'il voulait essayer de venir dans le match. Hein. Mais t'en as pensé quoi, toi, du rôle de Boulaya derrière l'attaquant sur ce match? Ouais, il a eu un peu plus de mal à se montrer. Bon, après, dans une période où voilà, où on n'avait pas forcément beaucoup le ballon, on était un peu plus acculé derrière, donc on jouait beaucoup dans notre camp. Mais il a eu un peu plus de déchets que d'habitude. Mmh. Donc, après, il devait quand même redescendre vachement bas pour chercher les ballons aussi. C'était pas forcément. C'est pas évident. Pas forcément idéal pour lui après pour remonter sur 40-50 mètres et essayer de donner des bons ballons. Ouais. Et puis l'attaque en soi en deuxième mi-temps a pas eu trop de ballons, je dirais, après, à exploiter. Voilà, il rentre aussi dans une période où il a pas forcément ses compères avec qui voilà, il s'entend bien. Il a pas Opa avec lui, il a pas. Alors qu'il aime bien combiner avec lui, ça joue aussi. Mais j'ai une question, est-ce que tu penses que c'est le fait de le voir dans l'équipe de la deuxième mi-temps, est-ce que tu penses que c'est parce que Oignon vous voulez retenter le 4-3-3 hybride et il sait que le seul joueur qui peut potentiellement jouer au poste de Boulaya, c'est Boulaya lui-même? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment un choix de ne pas l'avoir mis dans l'équipe titulaire de la première mi-temps et donc de le mettre dans les meilleures conditions dans ce 4-3-3, chose que l'on avait vu contre Malines où il était dans l'équipe titulaire, tu sais, sur un côté? Non, bah voilà, on l'essaye contre Malines dans un 4-3-3 sur le côté. Là, on l'essaye de nouveau dans une position hybride. Je pense que c'est un peu des deux. Si on voulait voir un peu comment ça pouvait se dérouler avec Abim Maïga à la fois comme ça ou en 6. Mais pour moi, peu importe le système, Farid Boulaya est automatiquement titulaire. Oula, tu te jettes loin, même si effectivement là. Moi, après, j'ai envie de, j'y crois. La préparation, bah voilà. Par contre, Dijon, je trouve qu'il est quand même, c'est quand même notre maître à jouer et c'est lui qui est le plus décisif. Pour moi, je vois aucun schéma où il ne peut pas ne pas être titulaire en fait. Donc pour résumer, tu vois quand même prendre la place d'Ambrose entre guillemets si jamais on repartirait pour le début de saison. Ok. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors après, est-ce qu'on veut un schéma plus sécurisant et avec Maïga en 6 et avoir Farid sur le côté, ou alors est-ce qu'on a envie de prendre des risques et dans ce cas-là, mettre Farid dans son poste préférentiel. Ouais. Mais du coup, mettre Maïga relayeur, mais ça voudrait dire mettre Fofana en 6. Et ça, je suis pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui, Oignon a peut-être envie de ça. Ouais, et puis vite fait, justement, tu parles de Fofana pour qu'on termine un peu l'analyse offensive. Sur l'aspect des relances de Fofana, on a quand même senti un joueur qui, bon, il y a eu des actions, vous pouvez vous rendre compte, hein, pas très à l'aise entre guillemets dans le jeu de transmission de balles. Il y a eu notamment une ou deux pertes de balles carrément très très bas où l'adversaire a pu exploiter ça et le transformer en but. Mais je dirais que et d'ailleurs c'est pas anodin de voir certains joueurs qui des fois tu sais sautent. Fofana quand ils veulent transmettre la balle, ils préfèrent directement la transmettre à Braun ou changer d'aile, tu vois, mais ils aiment pas trop passer par Fofana pour tu sais aller vers de l'avant parce qu'effectivement Fofana est un joueur qui techniquement parlant, balle au pied, a beaucoup plus de difficultés dans les transmissions par rapport à un Maïga ou même par rapport à un Endoram quand il jouait. Et tu sens que ses coéquipiers ne veulent pas trop jouer avec lui ou en tout cas ne comptent pas trop sur lui pour que la balle aille forcément bien vers l'avant, tu vois. Et donc ce qui fait que c'est un peu le phénomène qu'on avait remarqué lors du match contre, alors je crois que c'est contre la Gantoise où Angban, tu sais, était sauté dans les transmissions. Parce qu'on se disait Angban en 6, pas très à l'aise dans les transmissions de ballon, on le sautait carrément
on voulait presque pas trop qu'il participe à l'organisation du jeu depuis la partie basse. Et ça, je dirais, c'est quelque chose qu'on remarquait déjà la saison dernière, voire même déjà en Ligue 2. Bon voilà, je dirais c'est pas, on sait très bien que c'est pas le même profil que Maïga, qu'on sait que c'est quelqu'un qui va pas forcément pouvoir aider à l'organisation du jeu. Donc pour organiser le jeu quand tu as Fofana qui est en 6, eh bien, il va falloir compter sur 2 joueurs essentiellement, sur Pajot qui va redescendre, des fois Maïga et aussi Dylan Brown. Voilà, c'est aussi pour ça que Dylan Brown est recruté, hein. C'est aussi pour pallier à ses difficultés de relance et c'est pas pour rien qu'on recrute. Oui, très bon gelon. Oui, c'est pas pour rien qu'on. Dylan Brown. Ouais, c'est pour ça c'est pas pour rien qu'on recrute au mercato d'hiver, je dirais 2019-2020, qu'on recrute Dylan Brown et Pajot, qui au final sont quasiment les 2 plus gros organisateurs du jeu du FC Metz dans la partie basse du camp messin. Donc, c'est un peu normal, je dirais. C'est pas quelque chose de très surprenant. Grenade Forever, on va terminer ce débrief avec ces dernières paroles. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief avec moi. Oh bah merci à toi. Hein. Les autres, les spectateurs, merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. Tout ce que peux vous dire, c'est qu'on va se retrouver certainement pour un prochain podcast où on va faire un débat entre 2 latéraux gauche, hein, un débat assez sanglant. On se retrouvera aussi si le match a lieu pour le match contre Strasbourg. Hein, c'est même pas sûr qu'il ait lieu parce que le match a été annulé, mais la rencontre en soi peut toujours se dérouler. On verra bien ce que ça va donner. D'ici là, ouais, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention, les masques, très très important bien sûr. On se retrouve pour d'autres vidéos dans les prochaines semaines. Allez le FC Metz!